Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Une vie, une œuvre. Nous avons eu envie aujourd'hui de vous faire redécouvrir la poétesse Marcelle Delpastre. Il y a 10 ans, le 6 février 1998, disparaissait Marcelle Delpastre à Germont, dans le Limousin, son pays qu'elle quitta véritablement la première fois à 60 ans pour aller au Salon du Livre de Rodez, et ce n'est que 10 ans plus tard qu'elle découvrira Paris au moment de la publication de ses mémoires. Elle avait choisi de vivre à la campagne, d'y être à la fois paysanne et femme de lettres, écrivant en français et en occitan. Pourtant, la solitude de cette vie rurale lui pesait et elle-même confessait désirer une autre vie, sans qu'elle n'ait pourtant jamais, semble-t-il, cherché à concrétiser ce souhait. Élise Andrieux a cherché à en savoir plus sur ce paradoxe et sur la personnalité de cette femme mystérieuse. Elle est donc retournée à Germont, rencontrer ceux qui l'ont connue, afin d'en apprendre plus sur cette femme qui enregistrait ses poèmes et les écoutait le soir pour parvenir à s'endormir, après souvent avoir écrit une bonne partie de la nuit. C'est un documentaire réalisé aujourd'hui par Gilles Davidas. Je suis née le 2 septembre 1925 à Germont, un village de 4 fermes sur le flanc sud de la colline. Notre ferme était très comparable à tant d'autres qui, à l'époque, nourrissaient fort convenablement une famille laborieuse. On y parlait le limousin, mais aussi le français, parce que mon père était né à Paris 30 ans plus tôt. La poesia e la terra do pied come un'albre. È uma vita do mesmo longo, do mesmo vento, la même grano. Elle avait tout un chien, l'olé, le cuore che la portava. Le même cuore, la même grana, la sal, le brin, e l'air che la vita le raia. E l'air che la vita le duer dell'aubre e della grana. Marcelle Delpastre a grandi là, dans ce périmètre sacré qu'elle dessina plus tard, en guise de préface dans ses livres. Germont, la ferme familiale, y est au centre, entre les 4 points cardinaux, au cœur de la civilisation paysanne et au cœur de sa vie. J'ai gardé quantité de souvenirs de ma toute petite enfance. J'ai posé des premières pierres. Vers 2 ans, je suis tombée dans la cave, j'ai chanté ma première cuite, en mori dalla zana, en ben bégu, et d'autres choses, comme il y en a dans toutes les mémoires. On m'a toujours conté que tout juste né, j'ouvris les yeux et regardai tout autour de moi avec un air d'étonnement qui surprit tous les assistants. Je les refermai bien vite et retombai sans tarder dans la somnolence des nouveau-nés, croyez-moi. Et je ne me rappelle quand même pas cette première impression. Mais c'est peut-être parce qu'on me répétait souvent cela que je me posais très vite des questions. Et avant, où étais-je? Qui étais-je? Comment? Pourquoi? La vie, ce qu'elle me réservait, ne m'intéressait que guère. On verrait bien. Après, Marcelle Delpastre a quitté la ferme. Elle partit au collège de Brive, puis à Limoges, où elle choisit l'école des arts décoratifs. Elle revint à la ferme de Germont pour les vacances et ne repartit pas. Garder les vaches lui permettait d'écrire, la maison était pleine et le temps lui semblait immobile. Puis ses amis se marièrent, elle resta célibataire, ses parents vieillirent et la ferme retomba sur ses épaules. Quelque temps plus tard, elle se retrouva seule, mais pas un jour n'avait passé sans qu'elle n'écrive. Des milliers de pages noircies dans de petits carnets à spirale, faciles à glisser dans la poche du tablier. Durant toutes ces années, elle écrivit des nouvelles, de l'ethnologie, ses mémoires, mais surtout de la poésie, le plus important à ses yeux. Ce sont les mêmes mains qui retournaient la terre et qui notaient, le soir venu, l'histoire des pierres, de la mer, des volcans, des galaxies, de la mort, de Dieu, tout ce qui se voyait du haut de sa colline, sans qu'elle n'eût besoin d'en partir. Ma vie, c'était d'être là pour pouvoir écrire. Et je suis restée là parce que je pouvais à la fois manger, boire, dormir à l'abri, dans le calme, dans le silence, sans être influencée par les uns, par les autres, par les idées d'ailleurs, sans l'être jusqu'à la contrainte. Marcelle Delpastre ajoutait en préambule de ses livres qu'il n'y avait rien d'autre à dire, que si vous étiez sur le seuil, elle ouvrait la porte et vous invitait à entrer. Ce soir, interdanse exceptionnelle en Haute-Corrèze, à Chambray, en compagnie de l'orchestre de Jacques Demers et l'exceptionnel accordéoniste James Lesieur. Marcelle Delpastre, poète et paysanne. Un documentaire de Élise Andrieux et Gilles Davidas.
Alors nous sommes ce soir bien sûr à une nuit de l'accordéon à Chambray en Corrèze, mais nous avons en face de nous un troubadour. Je ne sais pas si on dit une troubadour, mais ce que je peux vous dire c'est que la personne qui est en face de moi, qui s'appelle Marcel Delpastre, lorsque l'on interroge les candidats au baccalauréat en Limousin en leur demandant de citer des troubadours limousins, eh bien ils citent... Bernard de Ventadour et Marcel Delpastre. Et Marcel Delpastre, c'est vous, mais dites donc, comment en arrive-t-on, venu au monde dans une ferme, au milieu rural, à devenir comme ça un troubadour réputé? Il m'est arrivé une petite aventure dans la première année où j'étais à l'école. J'ai passé, il faut dire, toutes les divisions de la petite classe dans la même année. Il y avait 2 classes dans l'école. Et quand je suis arrivée vers le milieu de la première rangée des grands de cette petite classe, on nous avait donné des phrases à faire. Et j'avais trouvé quelque chose de tellement extraordinaire. Vous vous rendez compte, une belle femme qui posait ses mains sur une belle tapisserie. Tout était beau, magnifique. Ça avait tellement enchanté l'institutrice qu'elle avait pris son mari à témoin. Lui était instituteur des plus grands, alors celui qui allait passer le certificat. Il me semble que je vois encore ce brave monsieur qui se frottait les mains, qui a dit « Cette petite, plus tard, elle écrira des vers ». Ah, c'était vraiment extraordinaire d'entendre ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était des vers. Et j'ai dit, moi, mon papa, il en fait des vers. On m'a dit, quoi, ton papa, il est poète? Je dis, non, mais je sais pas. Je savais pas ce que c'était qu'un poète. Quand il veut empoisonner les taupes, il cherche des vers dans la terre. C'était ça, faire des vers. Mais évidemment, on a raconté l'histoire des quantités de fois, mais je pense qu'effectivement, ça m'a influencé un peu, peut-être, parce que je me suis, à partir de ce moment-là, demandé ce que c'était que la poésie. Jean Domeillot, vous éditez les œuvres de Marcel Delpastre aujourd'hui, vous en avez édité déjà beaucoup. Comment est-ce que le monde littéraire, entre guillemets, percevait Marcel Delpastre? Le monde littéraire n'a jamais connu Marcel Delpastre, en fait, puisque sa poésie n'était pas connue. Et lorsqu'elle a été publiée par les éditions Payot pour ses mémoires, les gens l'ont connue comme une paysanne qui racontait sa vie. Il y avait eu un article qui était paru dans La Vie, l'ancienne Vie catholique, et avec 2 psaumes qui avaient été publiés, et des gens ont été intéressés et m'ont écrit pour me demander si j'avais un catalogue, etc. Et j'ai envoyé le catalogue de Delpastre que j'avais fait après la fin de la parution de la poésie. Et elle était en photo sur son tracteur avec son béret, et il n'y a pas eu de retour, et je crois que c'est cette image-là. Je pense que pour les gens, un écrivain doit être dans son bureau d'écrivain avec des documents devant lui et en train de poser dans le geste d'écrire. Voyant cette photo-là, ils ont dit c'est pas possible que cette personne ait écrit ces psaumes, donc il y a mal donne. On n'y croit pas. Inconsciemment, tout ça, mais les choses sont ainsi faites. Mes plus beaux souvenirs sont des souvenirs d'arbres. Aucun pourtant n'est aussi beau que l'arbre à contre-jour de l'ombre où se caressent maintenant mes yeux. On ne m'a pas donné la riche terre de Gessen, quand les paysans se vendirent pour un épha de blé à la 7e année de faim. Quand les paysans se vendirent et vendirent leurs femmes pour un épha de blé afin de ne pas mourir à la 7e année de faim. On ne m'a pas donné la riche terre de Gessen pour lever mon fouet sur le bétail humain, pour y rêver à toi, terre de Canaan, terre où coule le lait et le miel. La terre qu'on m'a donnée tient toute sous mes pieds, et quand je marche, je l'emporte à mes semelles. Je m'assieds au milieu des arbres, je regarde en haut. J'aime la nuit plus qu'aucune chose au monde, même plus que les fleurs et le silence. Je ne pense à rien. J'oublie le terrible visage des hommes, j'oublie leur voix. Je ne veux plus rien de personne, personne n'attend plus rien de moi. Mais si elle n'avait pas écrit d'un jour, elle était malade, donc l'écriture était toujours présente, le jour ou la nuit. Quand les choses étaient mûres, le travail attendrait, notamment s'occuper des bêtes, et elle se mettait à écrire, parce que c'était le moment et qu'il ne fallait pas que ça s'en aille. Donc c'était très lié, si vous voulez. Une journée était un ensemble de travail agricole, et puis aussi d'écriture. Les choses ne pouvaient pas se séparer. Et sans arrêt, elle dit, moi qui suis paysan et rien de mieux si ce n'est poète, ou le contraire, quoi. Parce que ces choses sont liées chez elle. Et c'est vrai qu'elle n'aurait jamais écrit ce qu'elle a écrit si elle n'avait pas été la paysanne qu'elle était. Quand je parle de la Terre, c'est la Terre. C'est même au-delà de la Terre, les astres, l'univers, c'est la création. C'est tant est qu'elle été créée, comme dirait quelqu'un que je connais.
Mais ce n'est pas ma terre, mais cette terre générale, cette terre universelle, je la vois quand même de très près avec les yeux d'un paysan, d'une certaine façon. Mais surtout, je la vois de beaucoup plus près quand je prends une poignée de terre dans ma main. Dans une poignée de terre, il y a justement l'univers, les étoiles, les soleils, il y a tout. Et si je peux parler du microcosme, je veux parler du macrocosme, je veux parler de tout. Je peux parler, si je parle de moi, c'est pas de moi que je parle. Moi, je suis pas intéressante, je suis rien, je suis complètement le vide. Mais je peux parler donc de l'humanité, de l'homme. Qu'il soit homme ou femme, je m'en fous. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors, vous étiez au lycée avec Marcel Delpastre. Voilà, à Brive. Alors, j'étais en 6e, elle était dans les classes de première. Et bon, il y avait la différence d'âge à ce moment-là, c'était une grande. Mais je sais qu'elle raflait tous les premiers prix dans les domaines artistiques, en littérature. Je l'ai connue davantage plus tard. Quand je me suis mariée, avec mon mari, nous allions la voir à Germont. Et c'était extraordinaire la première fois où j'ai été avec mon mari. Bonjour. Elle était sur son tracteur, le petit short, la vieille blouse par-dessus le petit chignon. Et bon, c'est vrai que c'était, quand on ne la connaissait pas, c'était spécial. C'était assez impressionnant de la voir. Pourquoi impressionnant ? Parce que une personne comme ça qui avait quand même fait des études, qui avait été à Limoges, qui avait fait les beaux-arts, bon, et puis se retrouver sur le tracteur en tenue comme ça, bon, c'était spécial. Mais dès qu'elle parlait, c'était une conteuse extraordinaire. Dès qu'elle parlait, on oubliait tout le physique, tout l'environnement, parce que les poulets qui avaient été élevés, les poussins qui avaient été élevés dans la cuisine, ben, ils restaient dans la cuisine, quoi. C'était vraiment spécial. Mais bon, elle nous faisait une crème, et hop, elle allait à la vache, elle nettoyait le pis, parce qu'il fallait voir dans quel état était l'étable. Elle nettoyait le pis, elle trayait un peu de vin, elle allait chercher des œufs, et hop, elle vous faisait en rien de temps une crème. C'était l'accueil permanent chez elle. Et alors, vous avez lu ses livres ? Ah ben oui, bien sûr. Je ne les ai pas fait dédicacer, mais enfin bon, j'ai lu ses livres. C'est vrai que c'est pas facile à lire, mais dans son premier livre, Les chemins creux, elle a des descriptions de nature. Et vous les avez lus, ces livres, non ? Elle a des descriptions de nature extraordinaires. Vous les avez lus, non ? Elle était vraiment en communion avec la nature. Elle me racontait que quand elle avait une idée dans la tête, si elle était sur le tracteur ou si elle était auprès des vaches, si elle était inspirée, et hop, elle partait, elle revenait écrire, et puis elle laissait tout tomber. Elle soignait ses vaches la nuit, enfin bon, c'était un rythme de vie tout à fait spécial. Pour moi, dans les années 70, j'avais beaucoup de travail. J'ai eu de plus en plus de travail à la ferme, étant donné que les parents ont vieilli, ceux qui ne sont pas morts ont vieilli. Et peu à peu, moi, j'ai eu tout le boulot. Et je continue à écrire, évidemment. Je crois que je n'avais jamais tant écrit. Mais voilà, c'est justement là que je n'arrivais plus du tout à maîtriser l'écrit, en ce sens que je n'arrivais pas à recopier les choses. Mais les vaches dans les étables, avec les commodités qu'on avait, croyez-moi que c'était pas simple. Et en plus, avec toutes les misères, toutes les maladies, tous les trucs que j'ai pu avoir, avec les veaux crevés, les vaches crevées, de n'importe quoi. Et toutes les clôtures qu'il m'a fallu faire. J'ai fait des kilomètres de clôture, j'ai fait au moins 4 kilomètres de clôture, mais j'en ai sûrement fait davantage. C'est pas une voiture qui s'arrête ? Ah, c'est un tracteur. Oui, alors maintenant je suis un peu sourde, alors quand j'entends une voiture, c'est un tracteur. Jamillou. Oui, il vient voir le voisin. Et vous savez, c'est pour ça que je dis, comment ne peut-on pas écrire avec des mains sales, avec des mains noires, avec des mains qui sont tachées de terre, que ce soit de la terre ou d'ailleurs du cambouis ou n'importe quoi. Je suis un corps. Je me partage entre les muscles, les organes, et tous me sont indispensables et tous ne sont que moi.
Et certes, je ressemble à l'arbre, à la plante, et j'ai au végétal des connivences, mes os qui peuvent mettre branche et le bois noir du corps. Comme la plante, je respire de tout mon corps. Et dedans, par dedans, les vaisseaux de la sève me sont mes veines, mes artères et les vaisseaux du sang. Je suis un corps, je suis la chair vivante, et non pas une masse n'importe comment de muscles et de viande, un amas gluant. De mes narines ouvertes au vent qui ne m'apportent pas seulement le vent, mais le parfum du monde, l'odeur du sel et de la rose, la puanteur des choses. Ils viennent de mes oreilles, et mes oreilles, il me les fallait bien, qui me disent les bruits de la terre, le pas de ce qui passe, et la voix de l'oiseau, et l'appel de la race. Ils vont jusqu'à mes mains, car il me faut des mains, et ma langue et ma gorge, et le sein de ma mère, et le sexe profond, et les obscures sécrétions des glandes closes leur obéissent. Et le nœud de mes nerfs noué et renoué, croisé, entrecroisé, comme un fleurissement à fleur de peau se recommence, profond mirage, au secret du cerveau caché que je porte, lové, plié, replié, au centre de mon corps, coquille, coquillage, dans le coffre fermé, dans le coffre scellé, soudé, blindé, entre les os serrés du crâne. Je suis ce corps. Bonjour Marcel, c'est nous. On peut entrer? Paysans chassés, paysages détruits. Ce soir, terres amères ou le mal de terre. Dominique Misica, alors vous êtes venu chercher le premier manuscrit des mémoires de Marcel Delpas, Les Chemins Creux, chez elle dans sa ferme à Germont. C'est un choc. D'abord, il faut arriver jusqu'à Germont. En bonne parisienne, ça paraît le bout du monde, évidemment. J'arrive, je suis accompagnée du PDG des éditions Payot à l'époque, Jean-François Lamunière. Nous arrivons tous les deux. Sur le pas de la porte, il y a une dame petite, assez forte, les cheveux tirés en arrière, et qui nous regarde avec un sourire à la fois de bienvenue et un peu, pas ironique, mais je sais pas, un petit sourire en coin. Et elle nous fait pénétrer dans sa maison, dans la pièce principale. Et là, je découvre un intérieur paysan, une pièce sombre, pas très propre, pas très accueillante, une grande table. D'ailleurs, la table est dressée. Elle nous fait pénétrer dans sa chambre à côté où je découvre un entassement de feuilles noircies, de livres, de gravures. Il fait un froid glacial, et surtout dans cette pièce, parce qu'il n'y a pas le feu comme dans la pièce principale. Et elle me dit ah, vous avez froid, mais c'est pas là où j'écris. J'écris la nuit, mais dehors, c'est bien plus facile pour moi, c'est bien plus... Je regarde le ciel, les étoiles, et je suis mieux dehors. Pas grave qu'il fasse froid. Elle vous a donné son manuscrit en main à ce moment-là, vous avez commencé à le parcourir? Alors elle me donne, on déjeune, déjeuner extrêmement copieux, un lapin en sauce, je me souviens très bien. Puis un moment passe et je lui dis, je crois que vous avez un manuscrit auquel vous tenez, qui pourrait correspondre à la collection que je dirige. Elle fait un peu la coquette, mais elle finit par aller dans la pièce d'à côté et sortir une énorme liasse. Et là, je vois sur des feuilles une écriture minuscule qui occupe toute la place disponible, sans marge, sans rien. Je ne peux pas vous dire que je le devine, mais je sens qu'elle a sa manière de parler, de raconter simplement et en même temps avec un soin extrême
ce qui est sa vie, ce qui est sa pensée, ce qui est sa poésie, son amour de la nature, de Dieu, des hommes, des femmes, de la création, de tout. Sa manière de sauter aussi du coq à l'âne, c'est-à-dire de passer de choses les plus graves aux plus futiles. Et je sens qu'il y a dedans tout, une sorte de tout. Je sais pas, voilà, je suis en appétit, elle me met en appétit. On va aller sur vos terres. Non, on va aller jusqu'au jardin, jusqu'aux étables, si vous voulez. D'accord. Et puis je vous dirai si j'ai froid, je vous dis je rentre, j'en veux plus. Oui, d'accord. Dominique Misica, vous avez aussi enregistré Marcel Delpastre. Pourquoi est-ce que vous avez eu aussi envie de faire ce portrait, d'aller plus loin que l'édition? Il se trouve que effectivement, je suis productrice à France Culture et cette rencontre avec Marcel Delpastre, je sens que je dois aller plus loin. Et nous avons, avec Jean Couturier, passé des heures chez elle, à la suivre, à la fois dans sa ferme, dans ses travaux avec ses vaches, et aussi à sa table d'écriture. C'est votre étable là, Marcel? C'est la Alors grange, là, c'est quoi? c'est la grange. C'est une grange auvergnate. Alors voilà l'étable, pas l'étable. Ah, attention à ne pas passer dessous, parce qu'une remorque a démoli, a cassé les planches. Alors entre les bottes de paille, il y a le tracteur. Alors il y a ce qu'il reste du tracteur. Le tracteur n'ayant pas de démarreur actuellement, je me demande comment je vais pouvoir Mais dites, labourer mon jardin. Marcel, vous avez travaillé, vous, sur ce tracteur? Mais bien sûr, c'était le tracteur sur lequel j'ai travaillé pendant... On l'a acheté en 1957, je crois. Et vous en avez labouré des hectares? Alors, avec bien ça, sûr, hein. j'ai labouré. Quelquefois, je restais 10 heures dessus parce qu'il ne fait qu'un sillon à la fois. Mais vous étiez toute seule pour travailler sur la ferme? Ah ben, à la fin, j'ai été seule, mais je n'ai pas fait tout ça quand j'ai été ouais. seule. Non, nous étions nombreux, même en famille, nous étions 6. Mon père, ma mère, le grand-père, la grand-mère, qui étaient les parents de ma mère, et puis la sœur de mon grand-père, et moi. Marcel Delpastre reste pour moi un mystère. Elle me semblait avoir eu un destin contrarié. En fait, pourquoi je dis qu'elle elle reste un mystère pour moi? Parce que je sentais qu'il y avait, non pas une sorte de dépression, mais il y avait quelque chose qui était éteint par moments chez elle, quelque chose qui était sous couvert, qui était caché, qu'elle n'exprimait pas comme... une autre vie, d'autres désirs, peut-être désir de briser cette solitude qui était quand même peut-être choisie, mais en même temps subie. Je n'en sais rien. Elle ne disait pas grand-chose de sa vie intime. Elle n'avait pas envie qu'on en sache beaucoup plus non plus sur elle. La lune devient faible. Au jour, je partirai laissant tes reins marqués du sceau de mon désir comme une lettre rouge. Mais tu te réveilles, tu rouvres tes bras. Que sais-tu de l'amour? Plus jamais rien ne recommence ni demeure. Et toi, levant tes yeux de lait, je sais tout de l'amour puisque j'en sais pleurer. Je meurs de ton amour. Et si je le perdais, cet amour dont je meurs, comment pourrais-je vivre? Donne-moi l'orange des joies, le citron de tes rires tombés de colline en colline sur les échos de ta gorge. Donne-moi ta bouche, tes yeux, dont la couleur pèse d'un poids égal le ciel et le sang, afin qu'une heure encore je croie au miraculeux danger de vivre. Dents de velours, chevelure d'ombre, la rose est un cœur noir, l'enfer caché dans un écrin de chair. Je ferai une rose de tous mes désirs. Tu es ce cœur noir qu'elle cache, puisque de toi je n'attends rien sinon la fin du monde. Tu parles, je parle d'amour. Jean Domeillot, pourquoi est-ce qu'elle écrivait au masculin, justement? Ah ben elle vous aurait dit avec un petit rire, mais peut-être un grand rire éclatant, c'est pour l'accord des participes. Si vous voulez, elle ne voulait pas qu'on sache ce que la plupart des femmes veulent qu'on sache, qu'elle était une femme. On ne voulait pas que « Ah bon, c'est une femme qui écrit ça, c'est une écriture féminine, etc. » Elle ne voulait pas entendre parler de ça. Donc au tout début, même elle signait Delpastre. Et alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que dans les psaumes en français, il y a 4 poèmes d'une certaine époque. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais tout d'un coup, elle parle au féminin. Et ça, c'est un grand mystère. Lorsqu'elle m'a remis son courrier, elle m'a dit « J'ai quelques lettres à brûler, peut-être qu'il y avait la clé là-dedans. »
En tout cas, ce sont 4 poèmes d'amour bafoués, très durs, et là, tout d'un coup, elle parle au féminin. Alors, est-ce que les choses étaient trop fortes pour que là, la femme Delpastre ne s'exprime pas en son nom seule? Et dans ces textes, il y a une forte érotisation de la femme. Alors, est-ce qu'on peut se demander si, par exemple, elle aimait les femmes? Ben, tout le monde se pose la question. Elle écrit au masculin. Elle n'était pas du tout masculine d'aspect, hein. Elle était très féminine. Et quand on lui en parlait, parce que déjà, aller jusqu'à lui en parler, elle en riait. Et je ne crois pas on peut toujours penser qu'il y a une homosexualité latente chez chacun d'ailleurs. Il y avait pour elle beaucoup de manières d'exprimer cette sensualité, autre que d'ordre sexuel avec un homme ou une femme. Là, de toute façon, ce qui a pu se passer entre elle et d'autres êtres, je n'étais pas là pour en rendre compte. Et d'ailleurs, ça ne regarde qu'elle. Mais je crois que sa vie a été très, très en retrait de ce point de vue-là. Je ne chanterai pas le sexe de la femme, la grotte secrète, la source cachée, la fontaine chanteuse où l'abeille vient boire, et le pas des chevreuils s'y creuse, et le passage des sangliers sur l'herbe verte et le cresson. Je ne dirai ni les oiseaux, ni la vipère, ni la brise qui frise en frissonnant les eaux, ni le silence, ni l'obscure transe où l'on égorge les oiseaux, ni la course égarée des chevaux, ni la corne cornant les taureaux, ni le cri, ni l'envol des corbeaux, et ni le marécage où nagent les salamandres parmi les milliers de larves et les racines de valériane, ni ce lever de l'aube et ce soleil cuisant, ni la tourbe où se plante la lance de l'incandescence et la fraîcheur du peuplier. Je ne dirai ni l'incendie de la garrigue, ni le reflux des belles eaux, ni le baiser de la méduse, ni l'étreinte des tentacules, ni la langue des roseaux, non. Je ne dirai pas, femme, ton sexe étroit, ni la porte dans ses rideaux, ni la mer large ouverte à l'espoir de nos plus chers naufrages, ni ces dents de velours qui nous dévoraient là, ni ces mains enlacées qui nous ensorcelèrent. Je ne chanterai pas ton sexe tout-puissant. Vous voyez, là où c'est vert, oui. Là-bas aussi, c'est mon pré. Il s'appelle comment? Le pré. Le pré. C'est le pré, là-bas. Et ce qu'on voit de si vert, c'est la partie qui a été vendue à la commune, parce que la source est captée dedans. Alors, c'est votre domaine, là, monsieur Mémé. Pourquoi on vous appelle le Mémé? Pourquoi on vous appelle le Mémé? Parce qu'on m'appelle Aimé. Ah, voilà. Les parents disaient Mémé. Et Marcel, vous l'appelez comment, Marcel? Ah, Marcel, c'est Marcel. Il y a pas de elle n'a pas de surnom, elle, Marcel. Non. Aussi, j'en ai beaucoup, mais pas sur mon nom. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez vous? Si vous voulez, oui, rentrez, oui. Allez. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le Mémé? Oui, oui. Oui, c'est vous. Je suis le Mémé, oui. Vous êtes le voisin de Marcel? Oui. Enchanté. Enchanté aussi. Bonjour, monsieur. On va faire tout un portrait de Marcel Delpastre, en fait. Oui. C'est pour ça on vient vous voir aussi, comme vous la connaissiez bien. Oui, je la connaissais puisqu'elle avait 4 ans de plus que moi, mais je la connaissais depuis que je pouvais marcher et que on se rassemblait. Alors des fois on allait au jardin, des fois ça dépend. Alors on était bons voisins, alors ça fait que on discutait un peu de tout. Et elle venait souvent vous voir, Marcel? Elle venait assez souvent, oui. Et puis moi j'y allais. Et puis quand elle était malade, j'allais soigner ses chats, parce qu'elle avait beaucoup de chats. Et vous avez quel âge, Aimé? J'ai 80 ans, depuis le 13 septembre, le 14, le 12. Et je l'ai fêté le 13, parce que le 13 c'est la Saint-Aimé. Alors ça fait que j'ai tout fêté ensemble. Vous saviez qu'elle écrivait souvent, Marcel? Oh oui, oui, oui. Et puis ça lui plaisait. Vous voulez nous en lire un? Oui. Un poème qu'elle a écrit? Oui. Mettez vos lunettes. Oui, parce que c'est celle-là que je conduis, que je vois de loin. Celle-là, c'est pour lire, pour voir de près. Alors, on voulait donner des doubles foyers, mais double foyer, je vois double. Alors, ça me ferait tomber, ça me fait tourner la tête. Alors, j'ai pris
comme ça, des paires de lunettes. Je sèmerai le blé qu'aime le vent. Je défricherai un champ pour la moisson nouvelle. Sur le terrain qui monte et qui me tient les pas, je sèmerai en pleurant autant de larmes que de graines. L'eau du printemps fera fleurir le blé. L'eau a fait germer la graine, tant de larmes qu'elle graine. J'ai pleuré plus que de raison, la terre en est trempée. Vous le connaissiez, celui-là? Non, je ne connaissais pas du tout. Je l'avais pas lu. Elle dit qu'elle s'aime en pleurant? Oui. Eh bien, c'est-à-dire que je ne sais pas si elle pleurait en ce moment, mais de toute façon, c'est une devise qui dit qu'en pleurant, bon, eh bien, ça germe mieux, ça. C'est-à-dire qu'il faut de l'humidité pour que les graines germent. Alors. Vous pensez qu'elle pleurait, Marcel Delpastre? Oh non, elle n'était pas facile à faire pleurer. Mais elle dit comme ça parce que c'est sa pensée qui lui fait dire ça. Elle a toujours vécu seule. Elle ne s'est pas mariée. Non, elle ne s'est pas mariée. Ça, on n'en parlait pas beaucoup, mais elle ne s'est jamais mariée. Elle a fait comme moi. Voilà. Alors, ça, c'est un peu la destinée. Eh bien, la destinée de Marcel, c'était de rester avec ses grands-parents et puis ses parents, et puis de continuer à faire l'exploitation. Alors, et puis, elle était... Ah. C'est votre montre, ça? Oui, c'est la montre. C'est-à-dire que c'est pour prendre mes médicaments. Est-ce que vous avez été amoureux de Marcel? Oh, amoureux. Je sais pas, moi, l'amour, je sais pas bien. Jamais je suis été bien amoureux, alors. Vous savez, amoureux, c'est... Non, je suis pas été amoureux. Et puis elle non plus, je crois pas. Parce qu'écoutez, moi jamais je l'ai eu avec un gars qu'elle côtoyait, quoi, jamais je l'ai eu. Et puis on n'avait pas ces idées là. Alors nous autres on était paisibles, et puis elle aussi. Alors que voulez-vous? On a vécu comme ça. C'est très beau l'amour, mais c'est que, eh bien, c'est un peu la destinée, ça. Et elle vous manque, Marcel, aimé? Eh bien, elle manque de voisinage, oui. Et la bécasse qui danse sur la glace. Le père de la bécasse qui danse sur la glace. Il y a dans le cœur de ceux qui sont sevrés d'amour des dents plus longues que des scies, des dents serrées comme des râpes. Et longuement et lentement, le jour, la nuit, il râpe, il hache, à bruit menu, il scie la solitude. Vous les reconnaîtrez au sac de scieur qu'ils portent là, discrètement, comme une bosse. Et quelquefois sur leurs mains, leurs habits, leur visage, une trace, une ombre, une poussière, un petit cri de gorge, à peine un soupir où frémit, ridicule et nu, la détresse du monde. Il y a dans le cœur de ceux qu'on n'aime pas un espace petit, obscur, recoin de cave ou cagibi, vide, comme une graine morte. Ah, c'est là qu'on enferme l'enfant dissipé, l'amour offert et refusé, la main qui se dérobe, et le regard, oui, ce regard plus humiliant qu'aucune injure. C'est là que vont pourrir germes, bourgeons et sucs, et si j'ouvre le mur, la porte, le couvercle, on n'y trouvera rien, même pas la trace d'une ombre, et pas une poussière apparente. Mais personne n'entr'ouvre la porte. Personne ne casse la noix dont les murs noirs à l'infini de l'espace infini se perdent.
et pas un cri, même un soupir qui les traverse. Il y a dans le cœur de l'homme sans amour un petit grain de sable, un petit sable noir et dur, un grain d'agate, presque rien, qu'on pourrait ramasser au hasard de la plage à marée basse, et qui vous grince sous la dent, d'un cri qui vous déchire l'âme à travers les oreilles, d'un cri. Nous le savons, ce grain de sable est une graine, il ensemence le désert. Si elle avait connu un homme, par exemple, elle a connu quelques hommes, mais ça n'a pas été bien loin, ça s'est cassé très vite. Mais bon, elle connaît un homme, elle est une paysanne dans un statut social particulier. La logique veut, dans sa situation sociale, qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants. Et là, c'est fini l'écriture. Jean Domeillot. Peut-être c'était ça. Et à la fin, elle disait, à cause des mémoires, ma vie aura servi à être racontée. Mais elle disait aussi peut-être que ma vie, ce n'était pas de vivre, c'était cette œuvre, quoi. Vous pensez vraiment qu'elle n'a pas vécu? Elle a eu une vie très dure, disons comme ça. Elle a eu une vie très dure et une vie... Non, c'est une vie très dure, c'est une vie... Lorsqu'elle avait envie de s'en aller, lorsqu'on l'invitait pour aller animer une veillée ou tout ça, tout d'un coup, les parents se découvraient malades, etc., etc. Et ça la retenait. Il y avait une pression familiale, lorsqu'on voulait lui parler du temps de sa mère, quand sa mère était là, on allait aux étables avec elle parce que dans la cuisine, c'était la mère qui avait la parole. C'était elle qui menait la maison. Il a fallu attendre qu'elle meure pour que Marcel prenne vraiment la parole. Donc il y avait cette vie intérieure qui s'exprimait dans l'écriture, mais il y avait une vie très, très, très pesante, quoi, très difficile, oui, oui, oui. Mais vous êtes heureuse de la vie que vous menez? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Je ne sais pas. Vous savez, j'aurais pu mener évidemment une toute autre vie. Je ne sais pas si j'aurais été plus heureuse ou moins heureuse, je n'en sais rien. Mais je ne mesure pas ça au bonheur. Moi, je ne mesure pas d'abord. Et puis ensuite, j'ai des choses à faire, j'ai des choses, je les fais dans la mesure où je peux. J'ai des choses à écrire, je les écris dans la mesure où ça m'est possible. J'essaie de faire ce que je peux. On a l'impression que vous avez une très très forte santé, que vous êtes très robuste, vous riez beaucoup, enfin, mais il y a quelque chose d'un petit peu triste. Ah, vous croyez que je suis triste? Je ne crois pas que je sois tellement triste. Non, je suis plutôt gaie, je suis d'un naturel gai. Mais enfin, la vie que je mène n'est peut-être pas tellement gaie. Ce n'est pas exactement ça. Triste, non, je pense pas. Je sais pas. Non, il y a quelque chose que je voulais dire, ce qui me passe au-dessus de la tête, je ne m'en souviens plus maintenant. Non, vous savez, la vie que je mène n'est pas une vie folichonne, bien sûr, mais j'ai mes soucis, j'ai mes ennuis, j'ai mon caractère, je sais pas. Enfin, je suis moi-même. J'essaye d'être moi-même. C'est difficile d'être soi-même, surtout devant un micro. Et vous qui l'avez lu et relu et déchiffré, alors Jean Domeillot, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte surtout dans sa poésie? Mais sa poésie raconte deux choses, toujours les mêmes. Sa poésie, c'est une exaltation de la beauté du monde. Le monde est beau, il suffit de regarder autour de soi. Et elle est émerveillée par le monde, et il y a la déploration des malheurs du monde. Et tout ça, on passe de l'un à l'autre. La déploration des malheurs du monde, c'est pour elle, chrétienne, une création qui avait été donnée à l'homme. Dieu a donné cette création à l'homme pour qu'il en prenne soin, pour qu'il en soit l'apothéose en quelque sorte aussi, mais pour qu'il la préserve, et il est incapable il est pas à la hauteur, quoi. Pour elle, logiquement, si on analyse les choses, vraiment, froidement, objectivement, il devrait y avoir rien. Ça devrait être le néant, et on devrait être dans le néant. Mais justement, il y a quelque chose.
Et ce quelque chose, ça va de la poussière de pierre jusqu'à la poussière d'étoile. Je veux dire, c'est ce qui existe, quoi. Et alors le miracle, c'est pas que je sois moi Del Pastre ou que tu sois toi Meliao. C'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est que l'être soit, c'est qu'au lieu du néant, il y ait quelque chose. Et c'est pas logique, c'est pas normal. Mais cela est, elle prend acte. Et c'est ça sans doute qui l'amène à la foi d'ailleurs. C'est par ce constat-là qu'elle va croire. Parce qu'elle ne peut pas croire que les choses se soient passées autrement que par une volonté divine qui s'est révélée par sa création. Elle écrivait autant en occitan qu'en français ? Elle écrivait indifféremment dans les deux langues, y compris dans certains poèmes, elle passant d'une langue à l'autre, qui sont des poèmes d'ailleurs très riches et très dynamiques par ce passage en progression d'une langue à l'autre, chaque langue menant plus loin l'autre sans qu'il y ait une traduction. Mais le français est une langue atone, et elle disait... le français, il faut tirer dessus pour lui faire sortir les sons. Il faut tirer à n'en plus finir. Alors que le limousin, il faut au contraire mettre la pédale douce, quoi, parce que sinon, c'est une trompette, quoi. Et c'était pour elle, il n'y avait pas de choix entre ces deux langues. Elle prenait les choses comme elles venaient. Je pense à toi, Nathanaël, quand tu étais sous le figuier. Mais dormais-tu dans l'ombre verte? Mais dormais-tu sous le figuier? Sous le figuier, dans l'ombre verte, il pleut du lait. Der met zu laubre, zu prung. Le ciel est issu des clairs d'art blancs, maïque blanc sur le ciel pur. Le ciel est issu des clairs d'art blancs, maïque blanc sur le ciel pur. Et l'ombre de l'ulun, des fumes et d'ombre tout autour. Tu peux dormir, Nathanaël. Si le silence est assez grand, le silence des arbres, tu peux entendre cette voix, ces soupirs, ces murmures, tendres au cœur, trop tendres, une désolation profonde, universelle et lente, et l'arbre tout entier, d'un grand cri de détresse, se lamente, et les milliers de feuilles et l'innombrable pluie, d'une voix innombrable et sans cesse blessée, se lamentent. Peux-tu dormir, Nathanaël? Peux-tu dormir sous le figuier? Écoute l'aubre, écoute l'aigo. E mei vica ove pura mon chant, e dei zana ove più ma mon sang. E di laure ullan, di la vu grande che court le sang, coi io chi sente, coi mon sang mo sulla boue sulla campagne. Comme le papillon qui rassemble ses pattes sous lui et s'endort pour la nuit éternelle, tu peux dormir, Nathanaël. Dormir le merveilleux sommeil des plantes, des petits enfants, des profondes pierres, le merveilleux sommeil des arbres. Parpaiol sui, granulio verde, aubre chilia peira, grandaiga. Durmioi de prun, membolioi na, prene mon lan e movulada, untaniaioi, mamminza majalai, e monoleng la mangulada. Nathanaël, le papillon, tu pourras bien couper ses ailes sans que jamais il redevienne chenille verte du printemps. Il a mangé la pourriture avec les autres larves, la vase dans le noir et le sang putréfié. Mais aujourd'hui, il a des ailes. Il vole dans la nuit comme un vrai papillon. Il se pose sur le mur, et le doigt de la mort, mon doigt, tombe sur lui. Mais il s'envole et s'accroche à quelques fils d'araignée, et la main de la mort, ma propre main, le cueille. Mais il tombe par terre, et le pied de la mort, mon pied, l'écrase dans la merde. Combien dure le temps de la mort? Combien dure le temps de l'angoisse terrible? Pode mourir como question, Nathanaël. Nathanaël, je savais pas, pode mourir une question, Nathanaël. Pode mourir court question. Prene la lemberno buffado e sabe pas chi traporra luben. Diabre luna per nalenado, sabe gris e tornerà buffa. Santo per te, Nathanaël. Santo seguiu e te planze pas. Si te fai torce l'abito agro, pode santa. E si soplando l'olenado, pode santa. Vire lo ciao, vire laure. Si tu bire, pode santa, Nathanaël. Pode santa. Quelqu'un viendra, Nathanaël. Quelqu'un viendra sous le figuier. Quelqu'un t'appellera par ton nom éternel, ce nom que tu te sais dès le temps éternel. Ce nom
qui fut semé dès le commencement. Vous êtes Marcel? Oui. Bon, on y va? Ah, on y va. On va prendre la route de Germont. Vous allez voir, c'est pas loin. Donc vous voyez le chemin qu'on va faire, eh ben, je l'ai fait pendant 4 ans pour aller soigner Marcel. Mais je l'ai fait après 4 mois, les derniers temps de sa vie, tous les jours, j'allais coucher là-haut. Et vous verrez que c'est pas tellement ennuyeux pour une personne toute seule. Voilà, oui, c'est la route en face. Quand elle parlait de moi, c'était toujours l'autre. L'autre Marcel, ben oui, on était 2 Marcel. Alors c'était toujours l'autre Marcel. Alors sa propriété par de là. Et c'est 42 hectares d'un seul tenant. Et elle travaillait toutes ces terres aussi Oh, elle les travaillait. Plus ou moins, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, une personne toute seule? C'était bien pareil. Elle le travaillait comme elle pouvait, la pauvre. Pas trop bien. Voilà, on arrive, c'est la maison. Mettez-vous là sur la plateforme. À quel âge vous aviez connu Marcel? Oh, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans. J'étais fille unique, c'était ma sœur. Et de quoi vous discutiez ensemble? Vous savez, de tout, de rien. De tout et de rien. Un soir, elle m'a fait venir. Je vais vous raconter ça. Elle me dit, tu vas à la foire aujourd'hui? Oui. Ah bon, il faudrait m'apporter des bottes, de la salade pour repiquer, des commissions de la foire. Alors je vais à la foire, je porte les commissions. Et puis ce soir, tu viens manger la soupe avec moi. Eh bien d'accord, je fais les commissions et le soir, je viens manger la soupe. Mon mari me dit, je ne vais pas avec toi, hein, parce qu'on mange la soupe à 9h et c'est un coup à se coucher à 4h du matin. Oh, tu parles bien, tu dis des bêtises. On va se coucher à 4h du matin pour aller manger la soupe. J'arrive là, c'est bien 9h. Oh, mais j'ai entendu dire que le voisin avait eu un accident. Alors, il était 9h du soir. On va aller voir où il a eu un accident. Nous, voilà parti. Voir l'accident. On revient, il était bien 10h, même peut-être plus. Ah, mais maintenant, il faut aller planter les poireaux, il faut aller planter la salade. Vous allez rire. On va planter la salade. Mais je disais, bon sang, cette soupe. J'ai dit, mon mari a eu raison de ne pas vouloir venir manger la soupe. Parce qu'à 11h, on était dans le jardin là. Juste derrière, le jardin était là. On plantait cette fameuse salade. Nuit noire. Nuit noire. On arrive. Allez, papa. Elle avait son papa encore. Allez, papa. Il faut peut-être faire la soupe. Ben oui, j'ai dit à moi-même. Il serait presque temps de manger de la soupe. Et à 1h du matin, on a mangé la soupe. Sans sel, rien. Quand il était bien plus de 3h quand on a eu mangé. Maintenant, on va veiller. Elle s'est assise au milieu du feu. Moi d'un côté, le pauvre Pépé de l'autre côté. Sa mère n'était que morte il n'y avait pas longtemps. Elle a été chercher les photos de la mère. Je ne pouvais pas m'en aller, sa mère n'était que morte de quelques mois. On se met à regarder ces photos. Tout d'un coup, le pauvre Pépé, toc. Bon, il dormait debout, le pauvre vieux. La casquette dans le feu. Allez, papa, relève-toi, regarde les photos de la maman. Le pauvre homme, il était mieux dans son lit que de regarder les photos. Et vous savez à quelle heure je suis repartie? 6h du matin. Mon mari se levait quand je suis arrivée. Et là, ma pauvre, je vous assure que je l'ai trouvé, mon lit. J'ai pas demandé mon compte. Passer toute la nuit comme ça,
toutes les fois qu'on y venait, c'était ça. J'ai dit, petite, tu ne me rattraperas pas. Hein. Elle ne vivait pas du tout comme tout le monde. Alors elle partageait la nuit et le jour. Elle se levait à 1h de l'après-midi et elle se couchait à 1h du matin. Et vous saviez ce qu'elle écrivait, vous, Marcel? Elle vous le disait? Non. Non, elle ne le disait pas. Même le dernier livre qu'elle a, Jean-Louis le sait, mais moi, elle ne me l'a jamais montré. Pourquoi elle ne vous montrait pas? C'était privé, c'était à elle. Et ici, est-ce qu'à Chambéry, ici à Germont, est-ce que les gens la voyaient comme une paysanne ou bien comme quelqu'un qui écrivait? Je vais vous dire comment il la voyait. Et elle le disait assez. Elle écrivait en cachette. Elle a écrit jusqu'à, je ne peux pas vous dire l'âge, mais je pense jusqu'à sa retraite, pas loin de la retraite, sans que personne ne sache ce qu'elle faisait. Et quand elle a écrit ses premiers livres, donc le premier livre, c'est Les Chemins Creux. Elle a touché en cachet, bien sûr. Alors là, la famille, ça s'était avancé un peu. Les gens la respectaient. Mais tant qu'elle était à la ferme, là, ils se moquaient d'elle. Ils se moquaient d'elle. Tant qu'elle était à la ferme seulement, ils se moquaient d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas comme tout le monde. Elle faisait l'effet, je ne sais pas comment vous dire, elle faisait l'effet misérable. Elle faisait l'effet misérable. Alors les gens ne voulaient pas la voir. Mais quand elle a eu touché les cachets, les premiers livres, à ce moment-là, eh bien les gens se sont avancés et l'ont respectée. Et pour vous, c'était un poète? Oh, si, on peut bien dire qu'elle était poète. Et forte. Parce qu'elle écrivait vraiment des belles choses. Vraiment. Il n'y a qu'une chose qu'elle faisait. Elle racontait la vie des gens, vous voyez, la vie du pays, parce qu'elle en savait. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle raconte? Elle ne pouvait pas raconter la vie de Paris, elle n'y avait jamais mis les pieds. Mais elle racontait beaucoup la vie la vie d'ici. Et alors ça ne plaisait pas tellement aux gens. Ben la poésie, c'est tout autre chose. Et puis la poésie, je dis quelquefois que mon idéal, quand j'étais plus jeune, c'était que je voulais voir face à face la poésie. Mais on ne peut sans mourir voir le visage de Dieu, dit-on. Et puis finalement, le poète, c'est le pauvre Orphée qui est toujours en train de tirer Eurydice par derrière, la poésie. Et puis, à un moment donné, il veut la regarder en face et elle disparaît. Il est obligé de revenir au fond des enfers pour la chercher de nouveau. Et ça, c'est un travail finalement interminable. On ne voit jamais la figure de la poésie en face. On ne voit jamais. René Rougerie, vous avez été le premier éditeur de Marcel Delpastre? Oui, dans la revue Réalité Secrète, je l'ai publié régulièrement pendant 4 ou 5 ans. Je n'ai pas les dates exactes en tête, quoi. Mais ces premiers textes en prose, quoi, nous avaient absolument bouleversés, quoi. C'était une écriture tellement particulière. C'était pas un témoignage, mais si un témoignage de son difficulté de vivre, quoi, je crois. Il y a un malaise perpétuel, quoi. Et que racontaient ces premières nouvelles, ces premiers écrits? C'est une histoire d'amour, de meurtre, toujours, je pense que elle a développé le feu, le sang, tout cela qui revient sans cesse, quoi. Elle dit je, et en même temps, elle est un homme. La femme meurt à chaque fois, elle meurt la nuit. Et la nuit, à la campagne, c'est quelque chose d'assez étonnant, quoi, des métamorphoses, quoi. Bon, on a au pays des loups-garous, même. C'était
une sorte de cri chaleureux, atroce et pur à la fois, quoi. C'est vraiment, dans La chienne, c'est presque accouplement de l'homme avec la chienne. Ça pourrait être atroce. Et en même temps, il y a une certaine pureté, quoi. Elle était très proche de la nature, c'est certain qu'elle n'aurait sans doute pas pu vivre ailleurs, mais il y avait une aspiration en elle qui a été refoulée pendant de nombreuses années. Et je pense que la nuit, la fermière se transformait, elle, pas en loup-garou d'ailleurs, mais elle devenait un homme qui avait du mal à vivre quoi, son amour, et cet amour toujours contrarié qui aboutissait au meurtre à chaque fois. Et pourquoi est-ce qu'elle a cessé d'écrire ces nouvelles-là ensuite Mais je crois que elle a cherché à rester la paysanne du jour, quoi. Et la nuit, elle l'a effacée peu à peu de son univers. Et il y a une partie de Marcel Delpastre qui a étouffé un petit peu cette voix, mais ça aurait débouché sur quoi? Je pense ça aurait débouché sur un suicide ou sur un meurtre. Quand vous avez dit ce que vous avez à dire, eh bien vous êtes complètement vidé. Et jusqu'au moment où vous avez trouvé quelque chose d'autre à dire, eh bien vous n'avez pas de raison de vivre. C'est tout. À ce moment-là, évidemment, on a de la chance d'avoir quelques mots qui vous occupent l'esprit, des ennuis même, certaines sensations, disons, de vivre, une certaine illusion de vivre. Mais la seule raison de vivre, eh bien, c'est d'avoir quelque chose à dire et de le dire. C'était Une vie, une œuvre, Marcel Delpastre, poète et paysanne. Un documentaire d'Élise Andrieux, réalisé par Gilles Davidas. Texte lu par Monique Bure, prise de son Frédéric Sourdoyer, mixage Rémi Fessard, et avec la voix de Marcel Delpastre, écrivain poète, quelque part au détour d'un chemin creux entre Germont et Chambray. Elle est bonne, celle-là. Merci à Jean Domeillot, Le Mémé, Marcel et Jean-Louis Patier, Dominique Missica, René Rougerie et Georgette. Merci à Monsieur et Madame Pouget, Patrick Casals, Hervé Evano et Martine Augier de l'INA, Jean-Marie Connet et Alain Galland. Ils n'ont jamais manqué de pain, ils n'ont jamais manqué de rien, ni de pain, ni de feu, ni de jeu, ni de tendresse. C'est pourquoi les enfants s'emmerdent, merdent ici-bas. C'est pourquoi les enfants s'emmerdent, merdent ici-bas. C'est pourquoi ils jettent leurs livres. C'est pourquoi ils cessent de vivre, c'est pourquoi les enfants s'en vont. Ils s'en vont tout seuls sur la route, ils s'en vont inventer le doute, ils s'en vont rechercher la fin. Je sais plus, hein. C'est pourquoi les enfants s'emmerdent, merdent ici-bas. C'est pourquoi les enfants s'emmerdent, merdent ici-bas.